Bonjour, bienvenue à cette deuxième séquence vidéo. Dans cette séquence vidéo, nous allons introduire les probabilités et les statistiques de manière générale. Alors pour commencer, commençons par les généralités sur la statistique. Qu'est-ce que la statistique? La statistique, c'est la discipline qui étudie les méthodes de réduction de données, la variabilité des populations. On distingue deux grandes branches en statistique, notamment la statistique exploratoire, qui a pour objet de résumer de manière claire et synthétique un ensemble de données sous forme de tableaux ou de graphiques et d'en dégager des propriétés essentielles. La statistique inférentielle en second plan, qui permet de déduire des informations sur une population à partir de la connaissance d'un échantillon et vice-versa, et de prendre des décisions dans des situations aléatoires. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il est important de fixer un certain nombre de vocabulaire qui est utilisé en statistique, notamment la définition d'une population. Une population statistique, c'est une collection ou ensemble d'individus ou d'objets ayant au moins une caractéristique en commun. Sa taille peut être infinie ou elle peut être finie. Un échantillon, c'est un sous-ensemble de la population étudiée. Pour ce qui est de l'échantillon, sa taille doit être finie. Et le choix de l'échantillon doit être le plus représentatif possible. Un individu ou unité statistique, c'est un élément de la population. Un caractère, c'est une propriété ou caractéristique de la population sur laquelle porte l'étude statistique. Exemple. Considérons une usine qui fabrique des tiges métalliques utilisées dans l'assemblage de certaines structures. On souhaite étudier la résistance à la traction de ces tiges. Pour cela, on prélève un lot de 100 tiges dont on mesure la résistance à la traction. Alors, la population dans ce cas, c'est l'ensemble des tiges et le caractère étudié, la résistance à la traction. Et le lot de 100 tiges que nous avons tiré constitue ici un échantillon. Et si vous prenez une tige, elle représente une unité statistique. Une variable statistique, c'est un critère ou un facteur des éléments de la population à laquelle on s'intéresse. Si nous nous intéressons à une seule variable, on parlera de statistiques univariées. Dans le cas de deux variables, on parlera de statistiques bivariées. Dans le cas de plusieurs variables, on parlera de statistiques multivariées. Une variable statistique peut être qualitative ou quantitative, suivant que la caractéristique étudiée prend des valeurs mesurables ou non mesurables. Si les valeurs sont mesurables, donc quantifiables, on parlera de variables statistiques quantitatives. Si elles ne sont pas mesurables, on parlera de variables statistiques qualitatives. Une variable quantitative peut également être discrète ou continue. Elle est dite discrète si elle prend un nombre fini de valeurs discrètes. Elle est dite continue si elle prend toutes les valeurs possibles d'un intervalle. Exemple. Si vous considérez l'état civil des personnes, il s'agit ici d'une variable qualitative qui sera dite nominale. Parce que l'état civil, vous pouvez avoir célibataire, marié, veuf, il s'agit de nom. Si vous vous intéressez à la mention au bac des étudiants d'une classe donnée, il s'agira ici d'une variable qualitative qui sera dite ordinale. Ordinale car les modalités prises par cette variable peuvent être ordonnées. Vous avez notamment la mention passable, la mention assez bien, la mention très bien. Si vous vous intéressez au nombre de modules validés par un étudiant donné, il s'agira ici d'une variable quantitative qui est dite discrète, parce que les valeurs prises par cette variable sont des valeurs discrètes. Ça peut être 0, 1, 2, c'est des valeurs isolées. Si vous vous intéressez à la taille des étudiants
classe, il s'agira d'une variable quantitative continue car la taille d'une personne est généralement comprise dans un intervalle donné. Les observations des variables sur les individus constitueront les données. Les données nominales sont celles issues de variables qualitatives, tandis que les données numériques seront celles issues de données quantitatives. Et faire une étude statistique, c'est étudier les données, plus particulièrement, c'est étudier la variabilité et la répartition des données. Il s'agit alors pour nous de résumer les données, les représenter, les faire parler pour faire des déductions ou des inductions. Dans la suite de ce que nous ferons dans le cadre de ce cours, nous allons nous intéresser uniquement aux données quantitatives car elles sont les plus fréquentes en ingénierie. Alors, comment représente-t-on des données dans le cas d'une variable discrète? Prenons l'exemple suivant. On a étudié le nombre de modules validés par un groupe de 25 étudiants ingénieurs de l'université privée de Marrakech. Les observations triées par ordre croissant sont consolidées dans le tableau recensé ci-après. Nous avons le nombre de modules non validés, la fréquence absolue ou l'effectif, c'est-à-dire le nombre de fois où le nombre 0 par exemple revient, le nombre d'étudiants qui ont validé 0, il y en a 8, le nombre d'étudiants qui ont validé 1, il y en a non qui ont validé 1 module, il y en a 4, etc., etc. La représentation se fait sous forme d'un diagramme en bâton, comme présenté ci-après. Vous avez sur l'axe des abscisses le nombre de modules non validés et sur l'axe des ordonnées le nombre de modules, l'effectif correspondant. Dans le cas d'une variable continue, prenons cet exemple-ci, on considère qu'on a 100 dispositifs électroniques identiques et qui sont soumis à un test de fiabilité. On note la durée de vie en heures jusqu'à la défaillance. Les résultats sont consolidés dans le tableau ci-après. Vous pouvez le constater ici, la durée de vie qui fluctue dans un intervalle et l'effectif correspondant pour le nombre de dispositifs dont la durée de vie est comprise dans l'intervalle donné en face. Pour sa représentation graphique, on choisira un histogramme. Un histogramme, il est présenté comme ceci, avec notamment toujours en axe des abscisses les durées de vie et en axe des ordonnées l'effectif. Alors pour ce qui est des représentations au niveau de l'histogramme, il faudra faire attention parce que l'histogramme, son aire doit être proportionnel à la taille, c'est-à-dire à la taille de chaque modalité. Donc il faudra calculer bien entendu la hauteur correspondante, mais en cas général, si vous choisissez un espacement, c'est-à-dire des amplitudes d'intervalles qui sont les mêmes, la hauteur est directement proportionnelle à l'effectif. On peut également représenter les données statistiques suivant des caractéristiques dites de tendance centrale. Tendance centrale, c'est-à-dire on va voir vers quelle valeur nos données s'agglutinent. Et parmi les éléments utilisés en statistique pour pouvoir le faire, il y a la moyenne arithmétique. La moyenne arithmétique d'une série statistique xi, ni d'effectif total grand N est définie comme ceci, x bar, c'est 1 sur n, la somme des ni xi. Et on peut noter que la moyenne arithmétique est sensible aux valeurs extrêmes de la série. Et dans le cas d'une série continue, il faudra considérer le centre de la classe comme le représentant de la classe. On peut également dire que la moyenne arithmétique représente le centre de gravité de la distribution statistique. Nous avons en second plan la médiane. La médiane qui est une des valeurs de la série des données, classée par ordre croissant ou décroissant, et cette valeur partage notre série en deux parties égales en effectif. Pour le calcul de la médiane, on va distinguer deux cas. Le premier cas, si nos données sont non réparties en classes, c'est-à-dire on a affaire à une variable discrète, on va regarder l'effectif total, est-ce qu'il est impair? S'il est impair, la médiane sera la valeur de la série rangée par ordre croissant d'ordre numéro n plus 1 sur 2. Dans le cas où l'effectif total grand N est pair,
on prendrait la moyenne arithmétique des deux valeurs centrales, c'est-à-dire la valeur n sur 2 et la valeur 1 plus n sur 2, telle que présentée suivant la formule ici. Dans le deuxième cas, si nos données sont réparties en classes, c'est-à-dire on a affaire à une variable continue, alors dans ce cas, la médiane est obtenue par interpolation linéaire de la classe médiane, si le nombre de classes est impair, et elle est obtenue en prenant la moyenne arithmétique des centres des deux classes médianes, si le nombre de classes est pair. On peut remarquer que la médiane n'est pas influencée par les valeurs extrêmes ou aberrantes. Par contre, la médiane est influencée par le nombre de données, mais pas par les valeurs des données. Ce qui fait que quand on va s'intéresser à la théorie de l'estimation, on va rejeter la médiane pour s'intéresser essentiellement à la moyenne arithmétique. On a également le mode, ou la classe modèle pour une série continue, qui représente la valeur ou la classe de la série statistique ayant l'effectif le plus important. Le mode, quand il existe, n'est pas toujours unique. Et dans le cas d'un regroupement en classe, si on trouve deux ou plusieurs modes ou classes modèles différentes, on devrait pouvoir considérer que nous sommes en présence de deux ou plusieurs populations distinctes ayant chacune leurs caractéristiques propres. Donc il serait peut-être utile de revoir également notre échantillonnage. Alors pour notre exemple sur le nombre de modules non validés, un calcul simple de la moyenne arithmétique nous donne le résultat suivant de 48, comme c'est présenté là. La médiane et le mode sont donnés ci-après. Pour l'exemple sur les dispositifs électroniques, on trouve les résultats qui sont là. Notamment la moyenne arithmétique des 262,5, la classe médiane, celle qui est comprise entre 150 et 300, et bien entendu, si on voudrait trouver la médiane, on trouve 225 qui est la moyenne arithmétique de cette classe-là. On peut également représenter nos données par des caractéristiques de dispersion. L'avantage des caractéristiques de dispersion nous permet de voir comment est-ce que nos données se répartissent par rapport à la tendance centrale. Par exemple, si on s'intéresse à la moyenne, on voit comment les données sont réparties autour de la moyenne. Est-ce qu'elles sont très concentrées autour de la moyenne? Est-ce qu'elles sont assez dispersées par rapport à la moyenne? Donc parmi les caractéristiques de dispersion, qui s'intéressent bien sûr à la fluctuation des valeurs observées autour de la valeur centrale, elles permettent notamment d'apprécier l'étalement de la série. Les principales caractéristiques de dispersion sont l'écart type, où sont carrés la variance, le coefficient de variation, l'intervalle interquartile et l'étendue. Étant donné une série statistique XINI d'effectif total grand N, la variance est donnée par S carré égale la formule qui nous est donnée là, 1 sur n, la somme des NI, XI moins X bar, le tout au carré. Et pour une série en classe, bien entendu, il s'agirait de choisir le centre de la classe comme représentant. L'écart type, c'est la racine carrée de la variance, et notamment il caractérise la dispersion des données par rapport à la moyenne. Plus l'écart type est petit, plus les données sont regroupées autour de la moyenne, et la population est homogène. Plus S est grand, plus les données sont dispersées autour de la moyenne, et la population, dans ce cas, est considérée comme hétérogène. L'écart type s'exprime dans la même unité que les données, pareil pour la moyenne. Centrer et réduire des données, c'est bien entendu retrancher aux données la moyenne arithmétique et diviser par l'écart type. Le coefficient de variation, il est défini ainsi, c'est-à-dire c'est un rapport entre l'écart type et la moyenne arithmétique, multiplié par 100 pour avoir un résultat en pourcentage. Le coefficient de variation est sans unité et il permet d'apprécier la représentativité de la moyenne par rapport aux données. Il permet notamment d'apprécier l'homogénéité de la distribution. Donc avec un coefficient de variation qui est inférieur à 15%, la série statistique est distribuée de manière homogène. Nous avons enfin comme caractéristique de dispersion l'intervalle interquartile, comme je l'ai dit d'entrée de jeu.
Avant, on va définir ce qu'on appelle les quantiles. Les quantiles sont des caractéristiques de position partageant la série statistique ordonnée en P parties égales. Pour P égale à 4, les quantiles sont appelés quartiles et il y en a 3. Le premier quartile, le deuxième quartile et le troisième quartile. Tel que le premier quartile, il sépare la série statistique de manière à ce que 25% des valeurs prises par la série soient inférieures au premier quartile, Q1. Le troisième quartile, il divise la série statistique en deux de manière à ce que 25% des valeurs prises par la série soient supérieures à Q3. Et Q2, il s'agit de la médiane, parce qu'on a 50% des valeurs prises par la série sont inférieures et 50% qui lui sont supérieures. L'écart interquartile, c'est la quantité définie par Q3 moins Q1. Et bien l'intervalle interquartile, c'est l'intervalle compris entre Q1 et Q2. Pour notre exemple, sur le nombre de modules non validés, on peut remarquer que l'écart type il est égal à 2,35, un coefficient de variation de 94,76%. On peut remarquer donc que dans cette salle de classe, les étudiants ne sont pas assez homogènes en termes de notes. Pour l'exemple sur les dispositifs électroniques, nous trouvons le résultat suivant avec un coefficient de variation de 70%. On peut remarquer également que le premier quartile, dans notre premier exemple, c'est 0. Le deuxième quartile, c'est-à-dire la médiane, c'est 2. Et le troisième quartile, c'est 4. Donc si on voudrait savoir l'écart interquartile, il vaut 4. Dans l'intervalle interquartile, c'est l'intervalle 0, 4. Et ces données-là, ces informations concernant les quartiles, peuvent être résumées dans ce qu'on appelle un diagramme de Tukey ou un diagramme en boîte, ou aussi appelé diagramme à moustache. Nous passons donc maintenant à une expérience aléatoire et au calcul des probabilités, pour faire le lien par après, parce que l'objectif, ne l'oublions pas, c'est de faire de l'inférence par après, statistique inférentielle, c'est-à-dire faire des prédictions, on voudrait prendre des prises de décision. Pour ça, on a besoin des probabilités. Alors, qu'est-ce qu'une probabilité? Déjà, on commencera par dire une expérience aléatoire, c'est une expérience qui conduit à la réalisation d'un seul résultat parmi un nombre fini ou infini de résultats possibles. On note oméga l'univers des possibles ou ensemble de tous résultats possibles. Toute partie A d'oméga s'appelle un événement. Exemple, lancer d'une pièce de monnaie dont le résultat c'est pile ou face. Si vous considérez l'événement à obtenir un pile, il s'agit d'un événement. Vous pouvez considérer le lancer d'un dé à 6 faces dont les résultats sont 1, 2, 3, 4, 5, 6 et vous intéressez par exemple à obtenir un nombre pair. Ou aussi lancer 2 dés identiques à 6 faces et vous obtenez un résultat comme ça. Et vous pouvez par exemple vous intéresser à obtenir le même nombre. Une probabilité P sur un intervalle sur oméga est une application de oméga dans 0,1 telle que P de oméga i compris entre 0 et 1, la somme des P de oméga i égale à 1. Exemple, on lance 2 dés identiques à 6 faces, donc les résultats sont comme ceci, et on définit sur oméga la probabilité définie par P de ij égale à 1 sur 36. Si on considère l'événement, les 2 dés donnent le même résultat, alors notre A sera l'événement suivant. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, et P de A sera 1 sur 6 ici. Parce qu'on considère qu'on est en ce qu'on appelle une équiprobabilité. Si on note D, la différence en valeur absolue des D, donc D égale à K, l'événement suivant, IJ égale D de IJ égale la valeur absolue de I moins J. Les résultats possibles, c'est D égale à 0, D égale à 1, D égale à 2, qu'on peut décrire comme ceci. Et on peut calculer les différentes probabilités correspondantes. Et notamment, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Il suffit de regarder le nombre d'éléments qui vérifient D égale à 0, il y en a 6, sur le nombre de cas possibles, qui est 36. Si vous avez un événement donné, si sa probabilité est nulle,
on dit qu'on a affaire à un événement qui est négligeable. Si la probabilité de l'événement est égale à 1, on dit qu'on a affaire à un événement presque sûr. Un peu d'analyse combinatoire pour pouvoir calculer rapidement les informations sur les données, notamment le cardinal d'un ensemble. Alors on peut remarquer que les résultats suivants sont classiques, notamment si vous avez la réunion de A et B, sont complémentaires, c'est AC, inter BC, et vous avez les résultats qui sont assez simplement définis comme ça. Donc étant donné deux événements A et B, une probabilité P définie sur oméga, alors P de A, on le définit comme étant le cardinal de A sur le cardinal de oméga, dont le nombre d'éléments qui vérifie A sur le nombre d'éléments de l'ensemble total oméga. Si oméga est bien entendu fini, et en considérant bien entendu qu'on a affaire à une probabilité qui est uniforme. La probabilité de A union B sera probabilité de A plus probabilité de B moins probabilité de A inter B. Si A et B sont disjoints, c'est-à-dire ils n'ont aucun élément en commun, la probabilité de A union B devient probabilité de A plus probabilité de B. Ce qui, en conséquence, voudrait dire pour nous que la probabilité du vide, dans l'ensemble vide, parce que A inter B, s'ils n'ont aucun élément en commun, leur intersection est vide, la probabilité de l'ensemble vide, c'est 0. Le nombre de cas arrangement d'un ensemble à un élément, il est défini comme ceci. Le nombre de KUP d'un ensemble à un élément, il est défini comme ceci. Le nombre de permutations, c'est factoriel n. Et le nombre de P combinaisons, c'est défini ainsi. Alors, exemple, dans une classe de 30 étudiants, quelle est la probabilité de l'événement A? 2 étudiants au moins sont nés le même jour. Pour ça, on considère oméga l'ensemble suivant, l'ensemble des fonctions définies de 1,30. Ici, quand on parle de 1,30, il s'agit des valeurs de 1 jusqu'à 30. Ce n'est pas l'intervalle proprement dit. À valeur dans 1 à 365, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4 jusqu'à 365. I représente l'anniversaire du ième étudiant de la classe classée par ordre alphabétique. Alors, on sait que P de A, c'est cardinal de A sur cardinal de oméga, en supposant que les licences sont équiréparties. Donc, ce qui nous intéresse maintenant ici, c'est de trouver le cardinal de A et de trouver le cardinal de oméga. Le cardinal de oméga, c'est l'ensemble des fonctions définies de 1,30 dans 1,365. Ça fait 365 à puissance 30. Le cardinal de A, c'est le cardinal de oméga moins le cardinal de complémentaire de A. Alors, si on cherche la probabilité de A, ça sera dans 1 moins la probabilité de AC, qui est 1 moins le cardinal de AC sur le cardinal de oméga. Alors pourquoi est-ce qu'on a pris AC? Parce qu'on verra qu'il est plus simple pour nous de calculer le cardinal de AC que de calculer le cardinal de A. Alors notamment AC, si vous regardez, AC c'est l'événement, 2 étudiants, sans aucun étudiant n'a la même date de naissance. Si vous prenez 2 étudiants, ils ont une date de naissance différente. On a affaire ici à une réduction de l'ensemble oméga qui conduit à l'ensemble des fonctions f qui sont injectives. Et l'ensemble de nombre d'injections, c'est donné par le nombre d'arrangements de 30 dans 365 dont le résultat est donné ici. Et donc par conséquent, la probabilité recherchée, on trouvera le résultat qui nous est donné ci-après. Probabilité composée et indépendance. Considérons oméga un univers, P une probabilité définie sur oméga, A et B deux événements donnés, de probabilité non nulle. On appelle probabilité conditionnelle de l'événement A, sachant l'événement B, que l'on note P de A sachant B, la quantité définie suivante. P de A sachant B égale P de A inter B sur P de B. Dans ce cas, bien entendu, P de A inter B, c'est P de A sachant B fois P de B, ou également c'est P de B sachant A fois P de A. Et de manière générale, si vous avez 3 événements A, B, C, la probabilité de A inter C, c'est la probabilité de A sachant B inter C fois la probabilité de B sachant C. Exemple. Parmi 10 pièces mécaniques, 4 sont défectueuses. On prend successivement 2 pièces au hasard dans le lot sans remise. Quelle est la probabilité que les 2 pièces soient correctes? Donc, nous avons à 1 l'événement, la première pièce est bonne. À 2 l'événement, la seconde pièce est bonne. Alors, la probabilité qu'on cherche, c'est la probabilité de A1 inter A2. Et le résultat nous est donné comme ceci. Un deuxième exemple. Dans une famille qui comporte 2 enfants, l'un est une fille
on cherche la probabilité que l'autre soit un garçon. Alors, notre ensemble, l'univers, notre ensemble des possibles, oméga, c'est l'ensemble FF, FG, où F représente fille et G représente garçon. Nous avons le résultat qui nous est donné là, l'ensemble des résultats possibles. Donc, si on considère A, l'ensemble suivant, c'est-à-dire on a au moins un garçon parmi les enfants. B, l'événement suivant, on a au moins une fille parmi les enfants. Alors ce que nous on cherche, c'est A inter B. Et probabilité de A inter B, on peut le calculer en calculant d'abord probabilité de B. Ensuite, on peut calculer probabilité de A inter B qui nous est donnée directement par sa cardinale de A inter B sur cardinal de oméga. On voit bien que le cardinal de le A inter B, c'est FG et GF. Donc il y a deux éléments à l'intérieur. Le nombre de possibles, c'est 4, donc ça fait une probabilité de 1,5. C'est-à-dire la probabilité que nous cherchons A sachant B, c'est probabilité inter B sur probabilité de B, donc ça nous donne un résultat de 2 tiers. L'indépendance de deux événements, il est défini comme étant comme ceci. Si vous avez deux événements A et B, ils seront dits indépendants si la probabilité de A inter B est égale à la probabilité de A fois la probabilité de B. Et de manière générale, comme cela. Exemple, on lance deux pièces équilibrées. On note A l'événement, la première pièce donne pile, B l'événement, la seconde pièce donne face, et C l'événement, les deux pièces donnent le même résultat. Alors nous avons les résultats qui sont là. A égale ça, et sa probabilité c'est 1,5, B égale celui-là, et sa probabilité c'est 1,5, et si on cherche C, sa probabilité également c'est 1,5. Donc si vous vous intéressez à la probabilité de A inter B, vous allez voir que A inter B ne contient qu'un seul élément, PF, et sa probabilité c'est 1 quart, et c'est bien P de A fois P de B, c'est-à-dire les événements A et B sont indépendants. Par contre, si vous prenez A inter C, vous trouvez également un seul élément, sa probabilité c'est 1 quart, c'est-à-dire c'est P de A fois P de C. Et A et C sont également indépendants. Les événements A et B sont indépendants, de même les événements A et C sont indépendants. Par contre, les trois événements A, B et C, les trois réunis, ne sont pas indépendants, car si vous calculez la probabilité de A inter B inter C, vous trouvez la probabilité du vide qui est égale à 0, et c'est bien différent de probabilité de A fois probabilité de B fois probabilité de C. Un résultat intéressant également qu'il est important de connaître, c'est celui des probabilités totales. Donc, considérant AK une partition de l'univers oméga, c'est-à-dire AI inter J égale au vide, pour I différent de J, et oméga égale la réunion sur K des AK. Si on suppose que les P de AK sont différents de 0 pour tout K, alors pour tout événement B, on a probabilité de B, c'est cette somme-là. La somme sur K de probabilité de B sachant AK, probabilité de AK. C'est ce qu'on appelle la formule des probabilités totales. De cette formule des probabilités totales, on déduit la formule de Bayes, formule très célèbre qui est très utilisée notamment en statistique. Si vous considérez AK une partition d'un univers oméga tel que P de AK est différent de 0 pour tout cas, alors pour tout événement B, on a P de AK sachant B égale la formule qui nous est donnée ici. Exemple, on applique un test pour dépister une maladie. Si le test est atteint, si le patient est atteint, le test donne un résultat positif dans 99% des cas. Mais le test donne également un résultat positif pour 2% de personnes en bonne santé. La proportion de malades dans la population soumise au test est de 0,001. Quelle est la probabilité qu'un patient soit en bonne santé, sachant que le résultat de son test est positif? Pour ça, on pose M, l'événement, le patient est malade, et O, le test positif. Alors P de M, c'est 0,001. P de 0 sachant M, c'est-à-dire de O sachant M, c'est-à-dire, on a dit O, c'est l'événement, le test est positif, donc probabilité que le test est positif, sachant que le patient est malade. C'est 0,99. Et ce qu'on a dit, le test donne un résultat positif dans 99% des cas, si le patient est atteint. Et la probabilité de O sachant M bar ici, le patient est en bonne santé, c'est 0,02. La probabilité que nous on cherche ici, c'est la probabilité de M sachant, de M bar sachant O. C'est-à-dire, on nous demande de calculer la probabilité que le résultat de son test soit, que le patient soit en bonne santé, sachant que son résultat est
est positif, c'est-à-dire probabilité de m bar, ça change. Bon. Et en appliquant la formule de Bayes, on obtient le résultat suivant. Voilà. On obtient une probabilité de l'ordre de 0,953. C'en est terminé pour cette première séquence vidéo. Je vous dis donc à très bientôt dans le cas de ce cours.